Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je vais commencer à vous présenter brièvement le marché des oranges mondial et ensuite, plus particulièrement, l'orange équitable. Donc, quand on pense aux oranges, on pense par exemple à des journées comme celle d'aujourd'hui, des rayons de soleil, la chaleur, les vitamines. Mais est-ce que ces fruits signifient également vitamines et soleil pour les producteurs et les travailleurs au sud? Donc, nous allons partir à la recherche de l'origine des oranges, d'où viennent ces fruits que nous dégustons pour nous rafraîchir et pour nous fournir le plein d'énergie et de vitamines. Donc, je vais commencer en posant cette question au public. Est-ce que vous connaissez le pays producteur principal du monde, le pays producteur d'oranges le plus grand? Non. Voilà, je l'ai entendu, c'est le Brésil en effet, qui est le leader mondial avec un tiers des oranges et même plus que la moitié pour le jus d'orange. Et quand on parle du concentré de jus d'orange, ici, le Brésil a même une part de marché de plus que 80% du monde. Ensuite, le deuxième plus grand producteur, ce sont les États-Unis. Mais contrairement au Brésil qui exporte la majorité de sa production, les États-Unis produisent essentiellement pour le marché national. Et d'autres grands producteurs sont le Mexique, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte ou encore en Europe, bien sûr, l'Italie et l'Espagne. Contrairement à la grande majorité des autres produits Fairtrade, les oranges ont une spécificité, c'est qu'elles sont non seulement cultivées, mais également transformées au sud dans leur pays d'origine, donc en jus d'orange par exemple, ou en concentré de jus d'orange. Et ceci pourrait être une chance de développement de laquelle les producteurs et la population pourraient profiter, mais ce n'est pas le cas. Et nous allons voir maintenant pourquoi, pour les producteurs et les travailleurs, l'orange est plutôt un fruit amer. Il y a trois grandes problématiques. C'est premièrement la concentration du marché sur quelques grandes multinationales. En second lieu, ce sont les conditions de travail dans cette branche. Et troisièmement, ce sont les conditions néfastes de la culture de l'orange sur l'environnement. Donc, pour commencer, les oranges, pour être conservées plus longtemps et pour être transportées plus facilement, sont donc transformées en concentré de jus d'orange dans leur pays d'origine. Et ce produit dérivé, donc le concentré de jus d'orange, est coté à la bourse. Et comme vous le savez certainement, les prix à la bourse sont très instables. Donc les prix du marché dépendent des récoltes qui, quant à elles, dépendent des conditions météorologiques. Donc s'il y a de mauvaises conditions de production, on observe de grandes variations de prix. Et puis, ce prix de la bourse pour le concentré de jus d'orange est vraiment la base pour toute la branche. Donc les négociations commerciales en dépendent. Et également, les prix pour les producteurs ainsi que les salaires pour les travailleurs sont influencés par ce facteur de prix. Et puis, dans ce marché concurrentiel, on constate que depuis 1980, les firmes les plus importantes ont de plus en plus repris des petites entreprises. Donc, il y a eu une concentration sur quelques grandes multinationales. Et puis, pour reprendre le cas du Brésil, qui est le pays le producteur le plus important, les petits producteurs brésiliens font face à trois grandes multinationales. Ces multinationales sont un peu moins connues que les multinationales dans d'autres secteurs de fruits, comme par exemple Chiquita, qu'on connaît tous, mais elles sont tout aussi importantes parce qu'elles ont un pouvoir énorme. Et pour vous donner les noms, il s'agit des trois firmes
Citrosuco. Celle-ci, elle a en 2011 en plus repris une autre grande firme, Citrovita. Et après cette fusion, l'entreprise a une part de marché au Brésil de 40%, ce qui est vraiment énorme. Et les deux autres multinationales sont Cutrale et Louis Dreyfus. Et cet oligopole, il contrôle le marché mondial du jus d'orange. Donc, ce que font ces entreprises, elles stockent dans les ports européens les plus importants, elles stockent le concentré de jus d'orange pour pouvoir directement négocier avec les entreprises européennes. Elles pratiquent également le dumping pour écarter d'autres acteurs du marché. Et elles vont même jusqu'au point de se consulter entre elles pour fixer les prix pour l'exportation, mais également les prix que les producteurs vont recevoir pour leurs oranges. Et puis, les conséquences pour les petits producteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas faire face à cette concurrence sur le marché. Ils ont un accès très limité au marché mondial, et donc de plus en plus de petits producteurs ils abandonnent les activités, ils doivent vendre leur terrain à des prix dérisoires et ils sont forcés pour gagner leur vie ou bien d'émigrer vers les zones européennes ou alors d'aller travailler sur les grandes plantations. Ceci nous amène à la deuxième grande problématique, ce sont les conditions de travail sur les plantations. Il faut savoir que l'orange est un fruit qui exige un travail très intensif parce que même si les sols et les plantes peuvent être travaillés avec des machines, les oranges elles-mêmes doivent quand même être récoltées à la main parce qu'elles ne sont pas tous mûres au même moment. Et les cueilleurs et les cueilleuses sur les plantations sont confrontés à des conditions très dures. Voilà, je dois prendre l'autre feuille. Pour vous résumer brièvement ces conditions de travail très dures sur les plantations. Donc, premièrement, il n'y a pas de sécurité d'emploi parce que seulement très peu de producteurs ont un contrat de travail fixe. C'est plutôt la règle de faire des contrats pour une saison ou même parfois il n'y a pas de contrat du tout, donc les travailleurs n'ont aucune protection sociale. Et ils se retrouvent sous constante pression parce que pour être réengagé la saison prochaine, il faut être le plus productif possible. Et les travailleurs sont engagés la plupart du temps via sous-traitance. Donc par ce moyen, les grandes multinationales se dégagent de leurs responsabilités en fait vis-à-vis des droits des travailleurs. Et les salaires sont très bas, donc ils ne permettent pas de vivre en dignité. Et le paiement est effectué selon la quantité des oranges récoltées. Donc également, de nouveau, on a cette pression d'être productif. Et les salaires bas ont une autre conséquence, c'est que les travailleurs sont forcés pour avoir des rentrées d'argent supplémentaires, souvent aussi de laisser travailler leurs enfants sur les plantations. Puis, les heures de travail supplémentaires sont monnaie courante parce que le travail, comme je le disais déjà, est mesuré à l'aide de la productivité. Donc, les travailleurs souvent doivent travailler les week-ends ou ne font pas de pause de midi pour pouvoir récolter plus. Un autre problème, c'est la santé et la sécurité des travailleurs. Par exemple, les échelles pour récolter les oranges ne sont pas adaptées à la hauteur de l'arbre, donc il y a des accidents, des blessures, des problèmes de dos, etc. Et il faut savoir que des pesticides sont déversés sur les plantations pendant que les travailleurs y travaillent, sans aucune protection, pas de vêtements de protection. Les travailleurs ne sont pas formés sur l'emploi de produits chimiques et sur la sécurité non plus. Puis on constate des discriminations, particulièrement vis-à-vis des femmes qui sont souvent licenciées quand elles tombent enceintes
ou alors si elles s'absentent du travail pour des raisons familiales, ne reçoivent pas leur salaire. Puis un dernier point pour les conditions de travail, c'est qu'il n'y a pas de liberté de réunion. Donc les travailleurs n'ont pas le droit de se former en syndicat. Ils risquent d'être licenciés quand ils sont vus en contact avec des syndicalistes. Il existe même une liste noire sur laquelle on est placé très facilement. Voilà. Et la troisième dimension encore de cette orange amère, c'est l'environnement. La majorité des oranges sont cultivées pour la transformation industrielle. Donc il faut avoir un très bon rendement. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'augmenter la production et de réduire les coûts. Donc on cultive les oranges sur de très grandes plantations, en monoculture. Et ces orangers sont très sensibles aux parasites et aux maladies végétales. C'est pour ça qu'on les traite intensivement aux pesticides et on utilise beaucoup d'engrais chimiques. Et la conséquence pour l'environnement, c'est que cette pollution des sols et des eaux à cause des pesticides et les monocultures provoquent des dégâts écologiques irréparables. Voilà, c'était pour la partie orange amère. Maintenant, passons aux choses plus joyeuses. Nous avons vu que les petits producteurs et les cueilleurs sur les plantations souffrent le plus de cette monopolisation du marché des oranges par les multinationales. Et ce sont eux les plus défavorisés que le commerce équitable soutient. Maintenant, quel est l'impact du commerce équitable? Le système Fairtrade, il a défini tout un ensemble de critères qui doivent être respectés. Pour vous donner un petit résumé, donc, on a les coopératives de producteurs d'oranges ainsi que les plantations d'oranges certifiées Fairtrade. Ils respectent ces critères Fairtrade qui sont premièrement un prix minimum garanti pour les coopératives qui est indépendant du prix du marché fluctuant. Donc, il couvre les coûts d'une production durable. Et pour la production biologique, il y a également un prix plus élevé. Donc, pour des raisons écologiques, la production biologique est encouragée. Et en plus de ce prix minimum, il y a une prime Fairtrade qui est investie dans des projets sociaux et dans le développement de projets communautaires, par exemple dans les domaines de l'enseignement, de la santé, de l'infrastructure ou de l'écologie. Sur les plantations, maintenant, il y a des joint bodies qui sont formés, qui sont composés en partie égale de représentants des travailleurs et de représentants du management. Et ces joint bodies prennent des décisions en commune. Donc, par exemple, la décision qu'est-ce qu'on va faire avec la prime Fairtrade, ce sont les joint bodies qui décident de manière démocratique en commun. Les travailleurs ont donc vraiment leur mot à dire. Ensuite, les conditions de travail doivent respectent les normes de l'Organisation internationale du travail, comme la liberté de réunion, le droit aux négociations collectives, ainsi que l'abolition du travail forcé. Quand on parlait des enfants qui travaillent sur les plantations, là aussi le commerce équitable, il défend le travail exploitateur des enfants. Donc la santé physique et mentale des enfants doit être garantie, tout comme la visite d'une école. Il y a également l'interdiction de la discrimination ainsi que des mesures de santé et de sécurité pour les travailleurs. Et pour le volet économique, également des mesures pour la protection de l'environnement, des eaux, des forêts. Et par exemple, la réduction de l'usage de pesticides également. Donc, avec ces critères, le commerce équitable constitue vraiment une revalorisation du producteur et de son travail. Parce que, comme je le disais avant, les oranges ont la spécificité qu'ils sont
également transformées dans les pays du Sud. Et cette transformation dans les pays du Sud des matières premières, si elle se trouve entre les mains des producteurs eux-mêmes, elle crée une valeur ajoutée pour la population locale. Donc pour donner un petit exemple, on a la coopérative Fairtrade Cepi Café au Pérou qui produit différents produits comme le café, le cacao, mais également les fruits. Et elle transforme également les fruits sur place. Il y a par exemple des confitures d'oranges qui sont confectionnées, tant pour le marché national que pour le marché international. Et ceci crée donc un impact sur toute la région, non seulement par des rentrées supplémentaires d'argent par les ventes, tout comme avec la prime Fairtrade, mais ça crée également des emplois dans la région, donc l'économie locale est favorisée. Voilà. Et pour conclure, avant de donner la parole à Michel, je vais juste dire quelques mots sur la responsabilité des distributeurs au Nord. On constate qu'il y a des parallèles entre les multinationales au Sud et les firmes dans les pays du Nord, donc de l'autre côté de la chaîne. C'est que ici, dans les pays du Nord également, il y a une concentration du pouvoir sur quelques grandes firmes de distribution ou chaînes commerciales. Et il y a donc aussi bien les multinationales que les distributeurs qui exercent leur pouvoir sans prise de responsabilité pour les conditions de travail et de vie des producteurs et des travailleurs au Sud. Parce que les responsabilités sont à chaque fois déléguées au prochain élément dans la chaîne d'approvisionnement. Et pour cette situation, il est encore intéressant de dire que nous, en Union européenne, on est le plus grand importateur de jus d'orange au niveau mondial, même si les pays méditerranéens sont producteurs également. Et donc, nous, aussi bien consommateurs que distributeurs, nous avons les clés en main pour changer quelque chose, pour provoquer un changement. Donc, il faut se doter d'une stratégie au niveau européen et développer des mesures, créer des stratégies pour vraiment réduire le pouvoir de ces grands groupes. Et en fin de compte, c'est chacun, à travers ses choix quotidiens et aussi son engagement, qui peut faire changer les choses à cette situation. Merci Véro. Tu peux te reposer maintenant. C'est Michel qui va entrer dans la cage. Un petit quart d'heure aussi. Plus petit. Bonsoir et un grand merci à toi, Roga, de nous avoir invités à partager cette soirée avec les personnes qui sont ici ce soir. C'est vraiment un grand plaisir. Et je ne me doutais pas de cela lorsque nous avons vu ensemble le film de Eyal Sivan il y a 2 mois. C'est un beau film, c'est un grand film. Et c'est un film qui fait réfléchir. Je vais partir de là, parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est la suite de ce film. Ce film nous montre comment l'orange était produite en Palestine au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle. Et contrairement à ce qu'on a fait croire à beaucoup d'Européens plus tard, contrairement à ce qu'on a fait croire aux Juifs que l'on appelait à retourner en Palestine, la Palestine n'était pas vide d'habitants. Il y avait plein d'habitants. Et il y avait des habitants palestiniens, qu'on les appelle, qui produisaient l'orange, qui produisaient une excellente orange, qui avaient acquis toute une série de techniques de culture de l'orange, qui disposaient d'un port avec de multiples bateaux qui rejoignaient les pays de l'Extrême-Orient et qui rejoignaient les pays européens. Il y avait une grande culture de l'orange. Alors, je ne vais pas vous raconter le film, ce que le film nous montre, c'est comment, petit à petit, très concrètement, comment les Palestiniens ont été désappropriés de l'orange, de la culture de l'orange et de tout leur rapport à l'orange. Mais quand on utilise l'expression « ils ont été désappropriés », on oublie de dire quel est le sujet.
Le sujet, ce sont j'utilise les termes qu'il faut employer selon les périodes, ce sont les Juifs qui sont arrivés à cette époque-là, en petit nombre pendant les années 20, en plus grand nombre pendant les années 30 et en très grand nombre à la fin des années 30. Le film, et je ne vais pas vous raconter, puisque le film l'explique, comment cette dépossession s'est réalisée. Plus tard, il s'agira des Juifs devenus israéliens. Donc on ne parle d'Israéliens qu'à partir de 1948, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu un État israélien. Avant, on ne peut parler que de Juifs qui venaient d'Europe éventuellement, mais très peu à ce moment-là, d'Afrique du Nord, etc. Mais non seulement Eyal Sivan nous montre comment il y a eu cette désappropriation, cette dépossession, il nous montre comment les Juifs de l'époque et puis les Israéliens ont désapproprié les Palestiniens du symbole de l'orange et de Jaffa, de l'image Jaffa, de tout ce qu'évoque Jaffa. Jaffa, l'orange, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la vie, c'est le sang, hein, c'est la sensualité. Et vous verrez comment, dans les publicités faites par les Israéliens, par les Juifs de l'époque, il y a cette désappropriation palestinienne pour la reprise du symbole par les producteurs devenus de plus en plus juifs et devenus de plus en plus israéliens. Car il ne faut pas l'oublier, beaucoup de choses qui viennent de nous être dites au niveau multinational et international se sont passées au niveau très concret dans la Palestine des années 20 et 30, l'inversion du rapport entre juifs et palestiniens, puis israéliens, les conditions de travail qui ont complètement changé, etc., etc. Tout ce qu'elle a dit se vérifiait à l'époque, se vérifie aujourd'hui d'une autre manière, puisqu'on est dans un État israélien face à des territoires palestiniens. Troisième chose par rapport au film, qui nous montre aussi des mécanismes à l'œuvre encore aujourd'hui, c'est l'importance de la publicité. Vous allez voir comment la publicité est utilisée pour faire disparaître la réalité et pour faire apparaître l'idéologie, c'est-à-dire la manière dont les Juifs et puis les Israéliens ont caché les mécanismes à travers lesquels il y a eu cette dépossession et les mécanismes à travers lesquels il y a eu cette prise de pouvoir sur la réalité de l'orange et sur le symbole de l'orange. C'est vraiment passionnant. Eyal Sivan est devenu petit à petit, au cours de ses films, un spécialiste de la démystification, c'est-à-dire de la déstructuration des mythes, pour voir comment les mythes sont créés au service de qui et au service de quoi. Il a démonté un certain nombre de mythes du début du XXe siècle, et aujourd'hui, il démonte un certain nombre de mythes qui font encore vivre notre appréhension, notre image des problèmes du conflit israélo-palestinien. L'orange hier, l'orange aujourd'hui, la réalité de l'orange, le symbole de l'orange, je le prendrai aujourd'hui non plus seulement à travers l'orange, mais à travers les fruits et légumes qui nous viennent d'Israël. Je ne vais pas être long, vous savez, on pourra discuter après. Il se fait que, depuis 1967, il reste aux Palestiniens 22% de leur territoire. 1967, la guerre des 6 jours. Après qu'ils en aient déjà perdu plus de la moitié en 47-48, en 67, il reste 22%. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il leur reste entre 9 et 11%. Pourquoi ? Parce que depuis 1967, surtout, il y a tout le processus d'appropriation supplémentaire de terres palestiniennes par les Israéliens, ce qu'on appelle les settlements en anglais. Settlement, c'est un terme très neutre, c'est un établissement. La réalité, ce sont des colonies, au sens strict du terme, c'est-à-dire l'appropriation de la terre de quelqu'un que je prends et dont je fais ma possession, dont je dépossède l'autre, alors que c'est son moyen d'existence. Donc, depuis 1967, on est passé à quelques milliers de
colons, aujourd'hui à plus de 500 000. Ce qui veut dire qu'en termes de territoire, les Palestiniens, à cause des colonies, à cause, je ne vais pas entrer dans les détails, à cause du mur, à cause des zones de sécurité décidées par l'État d'Israël, à cause de leur décision de s'approprier la totalité de la vallée du Jourdain, un tiers de la Cisjordanie, dans lequel il y a plein de zones agricoles, ils sont donc aujourd'hui à 8 à 12%. Or, les fruits et légumes, ils ont beaucoup à voir avec ceci. Les fruits et légumes qui nous viennent d'Israël viennent beaucoup, majoritairement, des colonies. Ceux qui sont allés en Palestine, qui ont eu l'occasion de visiter la vallée du Jourdain et de visiter d'autres endroits, ont pu voir effectivement toutes ces colonies qui ont établi de grands champs de culture de la rose, cette rose qui nous arrive au moment de la Saint-Valentin, et de culture d'oranges, de toutes sortes de légumes, les dattes, les figues, les avocats et plein d'autres choses que vous trouvez chez Auchan ou dans d'autres grandes surfaces chez nous. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il faut savoir qu'Israël est le plus gros exportateur vers l'Europe. Que l'Europe est la région du monde vers laquelle Israël exporte le plus. Il faut savoir, pour prendre une bonne mesure des choses, qu'entre Israël et l'Europe, comme entre l'Europe et tous les autres pays de la Méditerranée, il y a un accord de coopération, accord euro-méditerranée, selon lequel, si Israël respecte les clauses dont je vais vous parler, les produits qui viennent et qui sont importés chez nous sont exempts de taxes, sont exempts des taxes à l'importation. Donc à l'exportation de chez eux, à l'importation de chez nous. Or, ce contrat, cet accord, qu'il s'agisse d'Israël ou de n'importe quel autre pays euro-méditerranéen, il est soumis à deux conditions. Article 2 de cet accord, le respect des droits de l'homme et du droit international et le respect d'un fonctionnement démocratique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais sur tous ces points, Israël a zéro. Et il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails, je peux vous les donner si vous les voulez après. Tous les rapports de Amnesty International, les rapports des chefs de poste à Jérusalem, les rapports de l'OCHA, les rapports même de la Banque mondiale vous montrent combien, effectivement, Israël ne respecte pas le droit international. Je vais clôturer. Les colonies, qui représentent quand même pas mal de personnes, qui représentent pas mal de territoires, sont toutes illégales selon le droit international. L'occupant n'a pas le droit de s'approprier la terre de l'autre, il n'a pas le droit de prendre les maisons de l'autre, il n'a pas le droit de prendre les oliviers de l'autre, sauf pour des raisons extrêmes liées à sa sécurité ou liées à ses besoins stratégiques. Le mur, il est illégal selon le droit international. La Cour internationale de justice de l'Haye l'a condamné très clairement. Les conditions d'arrestation, de détention des prisonniers, hommes, femmes, enfants, en Israël sont plus que déplorables. Le siège de Gaza, qui se poursuit depuis plus de 5 ans, presque 7 ans maintenant, est illégal. Le rapport Goldstone, quoi qu'on puisse en dire, a démontré abondamment ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qui se passe? Suite à tout cela, les Palestiniens, en 2005, nous ont dit « Qu'est-ce que c'est que ces négociations? À quoi ça sert tout ça? Tant qu'on est en train de négocier ce qu'on est en train de nous prendre. » Israël ne veut pas reconnaître des frontières, ils sont en train de négocier les terres qu'ils sont en train de nous prendre. Pendant qu'on négocie, on construit encore des colonies. Donc les Palestiniens ont dit, après avoir essayé d'autres méthodes, des méthodes violentes, des méthodes terroristes, des méthodes non violentes depuis très longtemps, ils ont dit aux Européens et à toute personne de conscience, s'il vous plaît, vous, si vous avez une conscience, il est temps de vous réveiller. BDS. B, s'il vous plaît, boycottez ce qu'il faut boycotter.
D. Désinvestissez, c'est-à-dire ne soutenez pas les entreprises qui contribuent à la colonisation et à l'occupation. Et il y en a des dizaines, il y en a des centaines, et il y en a tout plein ici au Luxembourg. Je pourrais vous en citer tant que vous voulez. Et en troisième lieu, S. Sanctions. L'Europe a tout ce qu'il faut pour sanctionner Israël, puisqu'il y a l'accord d'association qu'il suffirait de mettre en œuvre en disant « Israël ne respecte pas l'article 2, donc on suspend ». Ce n'est pas un boycott, c'est simplement constater, exactement comme l'Union européenne l'a fait cet été, en juin, lorsqu'ils ont dit, dans le cadre des négociations avec Israël sur les programmes de recherche, etc., les entités qui se trouvent à l'intérieur des colonies ne peuvent pas profiter de la manne européenne au niveau de la recherche. Mais c'est la même chose pour tout. Et il est dit, je termine avec ça, très clairement, dans l'avis de la Cour internationale de justice de l'Haye, il est dit très clairement, les États européens, l'Union européenne et chaque État membre de l'ONU a le devoir imprescriptible, c'est-à-dire qui ne supporte aucune contradiction, de ne pas soutenir quoi que ce soit qui renforce la colonisation et l'occupation. La banque Apoalim a un siège ici à Luxembourg. Elle est directement impliquée dans la colonisation. La banque Dexia en Belgique est impliquée dans la construction des colonies. G4S, la grande firme de sécurité qui est partout dans le monde, qui est beaucoup au Luxembourg, qui protège les ministères, qui protège la Cour de justice européenne, est celle qui contribue à toute l'électronique du mur de séparation, à l'électronique des prisons en Israël, à l'électronique des checkpoints, etc. L'Université du Luxembourg envoie ses étudiants comme stagiaires à l'Université Ben Gurion, qui est une université qui fait de la recherche directement liée aux armes qui sont produites par Israël, exportées, mais qui sont d'abord testées à Gaza. Et les armes israéliennes sont les meilleures du monde entier parce qu'elles ont été testées auparavant. Elles ont été testées à Gaza et en Cisjordanie. C'est tout ceci pour vous dire que les fruits et les légumes, lorsqu'il s'agit des fruits et des légumes qui viennent d'Israël, ça pose un gros problème de conscience. Certainement, sans aucun doute, ceux qui viennent des colonies, mais aussi parce que l'occupation, elle dépasse les colonies, elle est présente partout, tous ceux qui viennent d'Israël. Dernière chose, les Israéliens, ils sont malins, comme beaucoup d'autres, une fois qu'on veut faire du fric. Comment comment est-ce qu'ils étiquettent leurs produits qui viennent des colonies? Made in Israël. Non, non, c'est faux. C'est un mensonge aux consommateurs. C'est made in Palestine. C'est made dans les territoires palestiniens occupés, appropriés illégalement par les îles. Donc, en toute rigueur de cause, ce sont des produits palestiniens et ce sont les Palestiniens qui devraient recevoir. Fort de ça, les produits passent en Europe et sont détaxés, c'est-à-dire ne doivent pas, sont exempts des taxes à l'importation. C'est illicite, c'est illégal. Il y a donc deux erreurs, deux mensonges. Il y a un mensonge au consommateur sur l'origine du produit et il y a une fraude aux douanes puisqu'ils sont... Alors, il ne s'agit pas seulement de se battre pour que les produits israéliens, fruits et légumes, soient mieux étiquetés. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils entrent en Europe. Ils n'ont pas le droit d'entrer en Europe tant que leurs conditions de production sont affectées par la rupture totale du droit international. On aura l'occasion d'en reparler. Vous savez, tout ce que je vous dis ici, mot après mot, je peux le justifier avec les affaires du droit international, avec tout ce qui concerne le droit international. Je peux vous donner un tas d'exemples et je peux surtout vous donner un tas d'exemples. Vous pouvez aller le lire dans le dernier numéro de la brochure de la STM, un tas d'exemples d'universités, d'entreprises, etc., qui ont décidé de ne plus collaborer avec Israël
aussi longtemps qu'Israël ne respectera pas le droit international, etc. Il y a des entreprises, il y a des syndicats, il y a des églises, il y a plein de syndicats d'étudiants, il y a des universités. Partout dans le monde, le mouvement est en train de s'élargir. De la même manière, pour ceux qui ont mon âge, vous vous rappelez ce qui s'est passé avec l'Afrique du Sud. Nous sommes en train, je crois, de passer au moment sud-africain de ce qui se passe en Israël-Palestine. Parce que maintenant, il n'y a plus seulement des gens de la société civile, mais il y a même des universités, etc., qui s'y mettent. Il y a des fonds de pension, y compris le fonds de pension d'un fonds de pension important du Luxembourg, dont vous avez vu dans le quotidien la semaine dernière, et puis un article dans le Tageblatt de ce lundi. Ce fonds de pension, il n'est pas méchant avec les Israéliens, pas du tout. Il a décidé d'un certain nombre de critères éthiques, et donc il y a 61 entreprises qui ne peuvent pas bénéficier du fonds de pension au Luxembourg. Dans ces 61, il y en a 9 qui sont israéliennes, et dans les israéliennes, il y a 6 banques, dont Apoalim, qui est une des principales, et il y a Elbit. Allez voir sur Internet ce que c'est Elbit. C'est un fabricant d'armes et de composants pour armes, qui est ici à Luxembourg. Donc, il y a des entreprises, et maintenant, il y a même des pays européens qui ont commencé à, comment dire, prendre la mesure des choses. La Grande-Bretagne, les Pays-Bas, 2 pays qui sont des amis d'Israël, hein, et encore un autre que j'oublie maintenant, c'est peut-être l'Irlande, à quand le Luxembourg, qui ont dit à leurs entreprises, ne commercez plus avec Israël, ça devient dangereux. Ils n'ont pas dit à cause des droits de l'homme, ils ont dit ça devient dangereux. Ils les ont avertis des dangers qu'ils allaient courir dans les prochains mois parce qu'il y a de très gros contrats, de très très gros contrats pour des milliards qui ont été perdus par des entreprises suite à leur collusion avec l'occupation israélienne. Je dis bien pour des milliards. Voilà, donc vous pouvez entrer dans le film, on va entrer à rebours, puisqu'on entre avec le passé, et puis on va venir progressivement vers aujourd'hui. Moi, je suis parti du passé et je suis revenu aujourd'hui. Bonne suite de soirée. Je crois qu'on peut aller au film, ou bien... Merci. Merci, Michel. Donc, 2 choses. Je propose que les gens qui veulent se faire enregistrer par la NSA, ils peuvent poser des questions maintenant. Ah, ouais. Donc, voilà, ici. Je voudrais savoir où est-ce qu'on trouve les oranges Fairtrade, parce que j'en ai pas vu dans des magasins à Luxembourg. Est-ce qu'il y a des magasins à Luxembourg qui vendent déjà des oranges Fairtrade? Oui, pour les oranges Fairtrade, c'est vrai qu'on ne les trouve pas toujours, donc elles ne sont pas présentes sur le marché luxembourgeois toujours. C'est dû à cause des les supermarchés. En général, ils cherchent des produits à avoir pendant toute l'année. Et les oranges Fairtrade viennent de 4 pays, de 4 pays au niveau mondial. Mais pour le Luxembourg, elles viennent seulement du Maroc et très très rarement de l'Égypte. Et puisqu'elles ne sont pas récoltées pendant toute l'année, on n'en trouve pas pendant toute l'année malheureusement. Et c'est Cactus qui les a de temps en temps, mais pendant le reste de l'année, Cactus se fournit également chez d'autres fournisseurs, donc c'est pour cette raison qu'on les trouve malheureusement pas toujours. Voilà, c'est pour les oranges, les fruits frais. Mais par contre, pour les jus de fruits, on en trouve de différentes marques, aussi bien dans les supermarchés, dans les boutiques du monde, dans les magasins bio. Pour le jus, c'est un peu différent. Là, c'est pendant toute l'année qu'on peut les trouver. Ich habe noch eine Frage. So, excuse me, just one question from the NSA corner. Could you get a little bit more to the light so I can see who I'm filming? Thank you very much. Voilà. La NSA est partout, hein? Avec vous. Autre question? Il n'y aura pas de deuxième popcorn si vous ne posez pas de questions. Hein? Ah, voilà, madame.
Madame ici? D'abord, madame, normalement, non. J'ai une question. On a dit à la fin qu'il y a des sociétés qui perdent le marché parce qu'ils font donc du commerce avec Israël. Je n'ai pas compris pourquoi. Par exemple, la firme Veolia, qui est bien connue, très connue en France, qui travaille dans pas mal de domaines, et entre autres dans la production, la construction du tramway à Jérusalem. Tramway qui doit relier Jérusalem-Ouest, donc la Jérusalem israélienne, juive, aux grandes colonies, Malé Adoumim, etc., et qui pour ça traverse toute une partie du territoire palestinien. Cette construction, la construction de cette ligne de tramway dans les conditions de l'occupation et de la colonisation rendent ce tramway et sa construction tout à fait illégale. Veolia a été l'objet d'une campagne à la fois d'abord d'information, et puis, vu qu'il ne voulait pas reconnaître les torts qu'il créait dans la situation, les militants, enfin tous ceux qui travaillent au niveau du boycott des investissements, ont informé, à gauche et à droite, ont informé jusqu'au gouvernement de la complicité de Veolia avec l'occupation. Le gouvernement norvégien a annulé un de ses contrats à cause de ça avec Veolia. C'était un contrat de 1,5 milliard de dollars. Veolia, depuis lors, a perdu plusieurs autres contrats. La grande firme exportatrice de fruits et légumes israélienne Agrexco a subi un sort semblable suite au fait qu'ils n'ont pas voulu changer leurs pratiques, vu qu'elle a été l'objet de boycott et de désinvestissement par une série de grossistes ici en Europe. Donc la campagne, c'est la même chose qui s'est passée avec l'Afrique du Sud à partir d'un certain moment. Mais voilà, un exemple. Oui, je voudrais seulement ajouter. Il n'y a pas que les oranges. Et ce qui est très visible aussi, ce sont les pamplemousses. Un fruit très ancien et qui a une grande valeur et qu'on trouve aussi énormément dans le commerce avec le nom Yafa. Oui, merci Mafalda. Oui, mais je vous ai dit, on parle de l'orange, mais moi j'ai parlé des fruits et des légumes. On pourrait parler encore de beaucoup d'autres choses. Hein. Mais la marque est dessus. Oui, la marque Jaffa est dessus. Voilà. Et nous pouvons vous dire avec une sécurité maximale où sont les colonies, quel est le code postal des colonies. Donc si on voulait vraiment l'étiquetage, ce serait possible. Mais évidemment, il faudrait que sur l'étiquetage, il soit indiqué colonie, ou qu'il soit indiqué le code postal L2124, c'est là où j'habite. Mais ça, les Israéliens n'accepteront jamais. Pourtant, la Commission européenne essaye, mais ce n'est pas la solution du problème. Encore une ou deux questions, non? Oui. Une question sur votre association, droit de la Palestine. Je dois dire, peut-être que c'est ma faute, je ne suis pas bien informé, je ne connais pas bien cette association. Peut-être 2 mots sur votre personnage et cette association. Est-ce que M. Hasselborn est membre? M. Hasselborn ne peut pas être membre. Mais nous apprécions beaucoup son travail. Le Comité pour une paix juste au Proche-Orient, si vous voulez un peu d'informations, nous avons un dépliant qui se trouve sur la table à l'extérieur. D'accord? Je dis 2 mots. Nous avons été créés en 2002 suite à l'opération Rempart, c'est-à-dire l'opération dans laquelle l'armée israélienne est entrée dans tous les camps de réfugiés, y a démoli le maximum, est entrée dans toutes les villes, a détruit non seulement des habitations, mais aussi toutes les infrastructures, y compris les infrastructures administratives. Devant la violence de cette opération, des gens ici, et il y en a qui sont dans la salle, ont décidé de créer ce comité, même s'il y avait déjà eu des actions pour défendre les droits des Palestiniens et les droits des Israéliens qui militent pour la paix. Et les droits des Israéliens qui militent pour la paix. Notre comité n'est pas un comité pro-palestinien.
il y a un comité pour une paix juste au Proche-Orient. Mais, comme nous le disons aussi dans les lycées, quand il y a un verbe, il faut savoir quel est le sujet, hein, surtout quand on utilise les verbes au passif, il faut savoir quel est le sujet et savoir ce qui est en dessous. Il y a un occupant, mais donc, il y a occupation, donc il y a un occupé et il y a un occupant. Ça, ce ne sont pas des personnes, c'est une structure, c'est un système. Lorsqu'il y a colonisation, il y a un colonisateur, il y a des colonisés. Nous sommes contre la colonisation, nous sommes contre l'occupation au nom du droit international et des droits de l'homme. Bien sûr, on nous a attaqué dès le début d'être pro-palestiniens, etc. Mais c'est arrivé à toutes les organisations, à toutes les associations qui font le même genre de travail. Nous faisons 3 choses. De l'information à travers des films, des conférences, des expositions, à travers un travail dans les lycées. Une deuxième chose, ce sont des missions civiles en Palestine. La dernière, c'était il y a 2 ans, en Palestine et Israël, en Israël et Palestine. Nous rencontrons des Israéliens, les organisations israéliennes, des politiciens israéliens. La dernière mission, malheureusement, elle n'a pas pu aboutir. Vous savez ce qu'il en est pour Gaza. Gaza est hermétiquement fermée par les Israéliens et par les Égyptiens. 300 femmes, la semaine dernière, ont été à nouveau déboutées. Elles ont été retenues pendant plus d'1 semaine dans l'aéroport du Caire. Impossible de passer. Les Égyptiens sont complices. Donc, nous avons des missions en Palestine et nous avons aussi, puisque nous sommes devenus ONG de développement, autrement dit, notre travail a été reconnu par le ministère qui nous a donné l'agrément comme ONG de développement. Nous avons des projets en Palestine. 3e niveau, c'est le niveau politique. Pour nous, c'est le plus important dans le cas de la Palestine. C'est le niveau le plus important. Nous savons que c'est au niveau politique que se situent les solutions. Ce n'est pas au niveau de l'aide au développement, c'est au niveau, il faut solutionner le problème au niveau politique. Nous avons des contacts réguliers, des interpellations au monde politique, ici au Luxembourg, et au niveau européen, parce que nous sommes très actifs avec des gens de France, de Bruxelles et de 15 autres pays européens, y compris maintenant les pays de l'Est, pour faire pression aussi sur la Commission européenne et sur le Parlement. Nous avons de très bonnes relations avec toute une série de parlementaires, etc. Donc voilà, en quelques mots. Une question pour Michel, s'il vous plaît. Bonjour. Ce serait juste à titre d'information, vous parliez d'une liste d'universités, d'entreprises qui s'étaient désengagées envers Israël, la politique israélienne. Je voudrais savoir où cette liste est consultable et également s'il y a une sorte de liste noire d'entreprises ou d'universités qui, à l'inverse, sont activement engagées, et si elle est consultable. Voilà, merci. Je ne vais pas dire qu'il y a des listes noires, hein, mais le fonds de pension luxembourgeois a une liste, et vous pouvez la consulter sur Internet, de 61 entreprises, dont 9 israéliennes. Vous avez leur nom, et sur le côté, entre parenthèses, vous avez les motifs pour lesquels cette entreprise ou cette banque ne peut plus être soutenue ou ne peut plus être soutenue aussi longtemps que cet élément-là est dans sa politique. Deuxièmement, il y a, et c'est formidable, une association de jeunes femmes israéliennes, je vous dis de jeunes femmes israéliennes, dont tout le travail consiste à repérer tous les produits qui sortent d'Israël, des colonies, pour venir vers l'Europe. Ils ont une liste détaillée de ces produits. Et ils disent où ils sont produits, comment ils sont produits, par quelle firme, par quel producteur, et ils peuvent retracer, quand on leur donne l'information correcte d'ici, c'est-à-dire non pas celle qui est sur les étiquettes, mais celle qui est sur la barquette dans laquelle se trouvent les légumes. Si on leur donne ça, ils peuvent retracer le chemin. Ces femmes s'appellent, ce sont la Coalition des femmes pour la paix, qui est composée d'Israéliennes et de Palestiniennes, de femmes. Et dans cette organisation, il y a une sous-organisation qui s'appelle Who Profits from the Occupation, qui profite de l'occupation. Elles ont cette liste de toutes les colonies, elles ont les listes de tous les
fruits et légumes, mais aussi de tous les autres produits qui sont commercialisés avec l'Europe. Par exemple, SodaStream, la fameuse machine à faire du gaz, est produite dans une colonie. Cactus la vend et fait de la grande pub. Hein. Ils ont la liste de toutes les firmes qui travaillent dans les colonies ou qui collaborent avec les colonies. Vous allez, et les médicaments aussi, vous allez sur leur site et vous trouverez tout ça. Donc, www.whoprofits.org. Et là, vous avez vraiment... Elles font un travail remarquable. Mais leur travail, se perfectionne au fur et à mesure que nous leur envoyons des informations avec des produits que nous trouvons qui ne sont pas nécessairement encore sur leur liste. Donc, il y a un travail ensemble. Another question for the NSA. OK. Sinon, je dis merci aux deux intervenantes pour leurs explications. Si après le film, il y a encore besoin de discussion, donc on peut rester jusqu'à 1h du matin ici, il n'y a pas de souci. Je propose de faire une petite pause de 5 minutes avant de lancer le film parce que le popcorn est un peu salé. Donc vous pouvez faire une ruée sur Vanessa devant, pas derrière le comptoir, mais devant le comptoir.